développement. Le village en même temps ville. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être des nôtres sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez sur la 89.5, vous êtes en bande FM à Conakry et environ. Merci de votre fidélité à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV canal 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+, numéro 113 779. Si vous êtes sur Star Times, sur les réseaux sociaux, notamment Meta, vous nous suivez via notre page officielle Kavi TV. Également sur notre site d'information siaminfo.com, là également vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Tapez simplement Kavi Média et soyez au cœur de nos différents programmes à la télé et à la radio également. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant vous nous prenez en marche. Au menu de ce matin, nous dirigeons-nous vers un véritable dialogue en Guinée. Le Premier ministre prend les devants. Il veut toutefois s'inspirer des expériences de ses prédécesseurs. C'est dans ce sens qu'Amadou Riba a rencontré ce lundi 13 janvier 2025 des anciens premiers ministres de la République. Le but, discuter des évolutions et de l'actualité sociopolitique du pays. En première ligne, les grandes priorités nationales, notamment celles liées à la paix, à l'entente nationale et au retour à l'ordre constitutionnel et à l'apaisement du climat politique. Cette action du chef du gouvernement s'inscrit dans la volonté, selon la primature, d'inclusivité et de dialogue prônée par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Elle vise aussi à mettre à profit les acquis du passé tout en intégrant de nouvelles perspectives pour la réussite de sa mission. Une première action plus ou moins saluée par les débatteurs. Vous les entendrez dans cette émission, Le Scanner. Et puis la jeunesse est au centre de toutes les politiques prônées par les différents régimes qui se sont succédés en République de Guinée. Mais de l'indépendance à nos jours, la jeunesse reste toujours la couche la plus impactée par le chômage et autres travers sociaux. Les jeunes Guinéens, dans leur majorité, optent pour l'immigration clandestine au péril parfois de leur vie, ce qui ne devrait malheureusement pas être le cas pour un pays doté de richesses comme la Guinée, l'État ne pouvant être le seul employeur. Quelle est la partition de la société civile guinéenne pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'éducation citoyenne? Nous posons la question à M. Ibrahima Aminata Diallo, président de la coordination nationale pour la paix et le développement qu'on appelle en abrégé. Et dans la dernière partie, nous reviendrons sur ce sujet, la guerre au Soudan où plus de 25 000 personnes sont mortes due à la guerre qui oppose depuis 2023 l'armée guinéenne, l'armée régulière et les paramilitaires du FSR. Le conflit entre les deux généraux Abdel Al-Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dogolo conduit le Soudan à une quatrième guerre civile. D'avril 2023 à nos jours, cette guerre sanglante a fait des dizaines de milliers de morts, entraînant le déplacement de plus de 10 millions de personnes et a provoqué, j'y arrive, une crise humanitaire d'une extrême gravité. Selon des études menées par les Nations Unies, 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire. Cette question à présent, que fait la communauté internationale pour stopper ces massacres qui n'ont que trop duré? Si le temps nous le permet, Yaya Diallo nous narre une situation complexe dans un contexte encore flou. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Direct, événement. Débat, décryptage,
édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire. Merci d'être nombreux à notre compagnie. Si vous nous pratiquez à l'instant même sur l'ensemble synchronisé de nos médias, autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. À ma droite, Mohamed Ba, le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier sujet, Yaya Diallo. D'abord, cette démission, Mohamed Leba, cette démission d'un conseiller national. Ouais, on parle de Maître Mohamed Traoré, l'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui a rendu le tablier hier à travers une lettre adressée au président du Conseil national de la transition, lettre dans laquelle il exprime, disons, enfin, il annonce sa décision de démissionner tout simplement parce que selon lui, il y a une démission, selon lui, qui est liée au délai de la transition non tenue parce que pour lui, sa mission est terminée. Sa mission est terminée parce que selon le CNT lui-même, parce que le chronogramme, il y avait quand même, ça avait été revu à ce niveau-là et ce qui était prévu, c'était 3 ans et pour lui, ces 3 ans sont quand même écoulés et aujourd'hui, il ne se voit pas continuer en tant que conseiller au niveau du CNT et tout simplement cela arrive à quand même à sa mission selon lui arrive touche à son épilogue, touche à son épilogue et finalement voilà une démission. Maintenant, est-ce qu'il faut, en analysant cela dans toute sa quand même dans toute sa composition, est-ce qu'aujourd'hui c'est une démission ou quelque chose pourrait cacher cette démission? Je crois quand même que cela y va avec l'homme le connaissant parce que c'est quelqu'un quand même, pour ceux qui l'ont côtoyé, pourrait quand même le dire que c'est quelqu'un et que s'il dit A, il préfère y rester derrière. Nous l'avons vu même quand il était le bâtonnier de l'Ordre des avocats, des manifestations pacifiques, disons des manifestations pour la liberté d'expression et d'autres libertés, formes de liberté. Il y était toujours. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui que l'homme qui est connu pour sa position parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interpellations à son endroit et souvent il tire à boulet rouge sur non seulement certaines manières de faire du gouvernement, mais aussi même parfois certaines dérives. Évidemment, si on peut le dire comme ça, dérives voilà, du gouvernement et parfois même du CNT, ses pairs et autres. Donc, cette décision de démissionner du CNT ne surprendrait pas plus d'un parce que beaucoup quand même s'y attendaient. Beaucoup s'y attendaient à Diallo. Et comme l'a dit Mohamed Leba, personne presque n'est surpris de ce qui est advenu de cette décision de Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, il faut le rappeler. Avocat émérite, il faut le dire, homme de droit, qui a eu le courage à tout moment, pas que sous le CNRD, depuis sous le procès Alpha Condé, de dire le droit, tout simplement. Et je pense qu'il faut le lui reconnaître, c'est de là qu'il s'agit. Il a voulu juste être cohérent avec lui-même. Je pense que ce n'est pas une déclaration de guerre non plus. Et il s'agit, disons, de s'imposer cette rigueur qu'on veut donner aux autres ou qu'on veut rappeler aux autres. C'est conformé à la loi, c'est-à-dire que la fin de la transition était prévue le 31 décembre 2024. Entre-temps, ça n'a pas été le cas pour des raisons que nous ignorons. Et bien finalement, il a décidé disons, de démissionner tout simplement. Alors, on aurait bien voulu que ce soit les politiques, puisque c'est les plus virulents, et qui ont des représentants au niveau de ce Parlement. On aurait bien voulu que ce soit les politiques d'abord, parce qu'ils sont issus tous à des différents partis politiques, des partis politiques qui aujourd'hui sont au niveau des forces vives et qui sont diamétralement opposés à cette façon de gérer la transition. Je pense
pense que la logique voudrait, la cohérence voudrait que ces gens-là aussi puissent démissionner, puisqu'ils ne sont pas d'accord et leurs partis politiques ne sont pas d'accord. Encore une fois, ils ont été désignés. Il ne s'agit pas d'une élection avant qu'on nous parle d'une responsabilité personnelle et rester ou pas, parce qu'on a entendu quand même la réaction très ambiguë de la part de ces conseillers-là qui sont issus de ces différentes formations politiques, notamment ceux de l'IFDG et de l'UFR. Je pense que si c'est leurs partis politiques respectifs qui leur demandent d'y rester, c'est tout simplement incohérent de leur part, et c'est pas la première fois. On s'est rappelé aussi sous Alpha, après la fin de leur mandature au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont trouvé tous les arguties juridiques pour justifier leur maintien au niveau du Parlement. Ils ont fait à peu près 2 ans encore, des années supplémentaires au niveau du Parlement. Soit qu'on ne peut pas vouloir la chose et son contraire, vouloir se battre pour ces principes, alors qu'en réalité, on ne veut pas nous-mêmes s'imposer ces principes dont on veut rappeler à tout bout de champ aux autres. Bien. La logique voudrait, la cohérence voudrait, encore une fois, à force de me répéter, que ce soit les partis politiques qui ont rendu cette démission. Bien. En tout cas, mais malheureusement, ce n'est pas d'abord le cas. Peut-être que c'est une ouverture de bal à Mohamed Abba, le PM. Le maître Mohamed Traoré a ouvert le bal. Il faut être en harmonie, j'y arrive, avec sa conscience. Et ça, c'est ce qu'on demande à tous les Guinéens, c'est ce qu'on demande à tout être humain, à tout être conscient de ce qu'il doit faire. Je pense que pour ce cas de maître Mohamed Traoré, c'est un cas spécifique. Il vient de rentrer lui aussi dans le cercle très fermé des Guinéens qui osent démissionner. Ils ne sont pas nombreux. Je parle de ceux qui ont occupé ou occupent des postes de responsabilité ou qui étaient dans des grandes institutions dans notre pays. Ils ne sont pas nombreux, mais vraiment, lui aussi, il vient de rejoindre ces personnalités qui ont du respect pour notre institution. Et de l'autre côté, on pourrait dire qu'ils viennent de se faire, qu'on arrive à le dire ou pas, ils viennent de se faire une belle brochette d'ennemis quelque part, des pros du pouvoir, parce qu'on peut le considérer comme, je dirais pas traître, mais comme quelqu'un qui a trahi vraiment le pouvoir, ou bien qui n'arrive pas à faire de bonnes choses à l'endroit du pouvoir actuel. Qui n'est pas dans l'esprit. Dans l'esprit, peut-être, voilà, ça colle mieux. Il n'est pas dans l'esprit, et ça ne peut pas vraiment le permettre qu'on arrive à le tirer du chapeau de l'autre côté et qu'on arrive à le dérouler de tapis rouge. Mais de toute façon, je pense que lui, il est rentré dans l'histoire. De toute façon, chaque fois qu'on va parler des personnes qui ont osé faire quelque chose, déjà, vous avez tous, tout à l'heure, décrit qui il est, ce qu'il a l'habitude de faire, pas seulement sous le CNRD, mais depuis les régimes précédents, tout ce qu'il faisait, c'était dans le cadre du droit, rien que dans le droit. Et un juriste ne crée pas le droit dans des cas précis. C'est une interprétation de ce qui se trouve dans les livres. C'est ce qu'on demande à tout un chacun. C'est la même chose. Faire 10 mois, 20 mois, 36 mois, comme ça s'est passé du cas de nos conseillers, 36 mois à la tête d'une institution ou dans une institution, je pense que c'est suffisant pour pouvoir faire quelque chose. Comme lui, comme vous l'avez dit, peut-être d'autres vont emboîter le pas, mais moi je ne crois pas. Beaucoup, il y en a des personnalités, c'est vrai, je ne connais pas tout le monde, mais ce n'est pas évident d'oser vraiment prendre une telle responsabilité vraiment envers l'histoire, de dire c'est bon. On avait dit 36 mois, les 36 mois ont expiré le 31 janvier dernier, il est temps de passer à autre chose, soit c'est moi ou vous trouverez quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que moi dans cette assemblée ou bien dans ce CNT. Oui, c'est très important. En tout cas, nous ne nous réjouissons pas de cette décision de mettre Mohamed Traoré, mais il faut, comme je l'ai rappelé, être en harmonie avec sa conscience si on doit servir la nation avec beaucoup de patriotisme. C'est important. Nous souhaitons bon vent à Mohamed Traoré et nous osons croire que cette transition va forcément réussir. Yaya Diallo, puisqu'on parle de réussite, le dialogue politique commence ses premiers pas avec cette rencontre entre le Premier ministre Amadou Riba et les anciens PM. Nous osons croire. Oui, une seconde rencontre, il faut le rappeler, sous Bahouri. Nous estimons que cette fois-ci, ça va être la bonne, vu le contexte sociopolitique de notre pays ici. Je pense que la rencontre s'inscrivait dans ce sens-là. On en a tous besoin, ce n'est pas une invention guinéenne.
à un certain niveau, ce qui fait des mêmes défauts et quelquefois qui crée certaines erreurs qu'on répète à tout bout de champ. C'est parce que tout simplement, à un certain niveau, on ne consulte pas les anciens, on ne sollicite pas leur expérience dans notre pays ici, alors que ça se fait un peu partout, où des anciens à un certain niveau, dans l'ombre, ils n'ont pas besoin d'être cités dans les médias, mais qui font tout pour pouvoir maintenir l'équilibre. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin dans notre pays ici. On avait demandé ici à un certain niveau où sont ces Guinéens intellectuels, où sont nos chefs religieux qui peuvent à un certain niveau prendre leur bâton de pèlerin, aller vers des Guinéens. C'est des Guinéens aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de crise socio-économique très aiguë, il faut le rappeler encore une fois. Il y a des camps qui sont diamétralement opposés. C'est des Guinéens, je pense qu'on a besoin, encore une fois, des hommes et des femmes qui peuvent trouver le juste milieu pour les ramener autour de la table, discuter éventuellement sur des sujets qui concernent la nation. C'est tout à fait salutaire. Alors, le Premier ministre Bahouri l'avait rappelé dans son allocution, il s'agit là effectivement de les écouter. Éventuellement, s'il y aura des propositions, et c'est de là qu'il s'agit, qu'ils le fassent, ces anciens premiers ministres, pour qu'ils puissent bénéficier de cela, et pourquoi pas s'approprier de ces prérogatives constitutionnelles pour faire la promotion du dialogue social et politique dans notre pays ici. C'est tout à fait normal. Je pense que ça ne fera que lui renforcer, encore une fois, si ce n'est pas un fait de paille, pour qu'il puisse tenir compte de ces différentes propositions. Pourquoi pas les impliquer parallèlement? Pourquoi on parle de l'inclusivité? On ne peut pas vouloir faire la promotion d'un dialogue et de l'autre côté aussi accepter l'exclusion. Et je pense qu'ils l'ont dit dans leurs discours respectifs, c'est de faire en sorte que ce dialogue-là soit inclusif et qu'on puisse faire appel à tous les Guinéens, à tous les niveaux, pour qu'on discute encore une fois. Je pense que c'est ce que nous voulons, et ce que nous attendons de nos dirigeants, pour qu'on puisse tourner cette base-là, j'allais dire, et qu'on avance. C'est ce qu'on a besoin dans notre pays ici. Alors, si on continue encore une fois à tourner autour du rond, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, les mêmes sujets, les mêmes questions, les mêmes discours qu'on entendait il y a de cela 7 à 8 ans, c'est les mêmes qui sont là aujourd'hui. On a besoin d'avancer. Je pense que là, nous osons croire que M. Bahouri, en tant que Premier ministre, se rappelle de ses prérogatives et il a trouvé les bonnes cibles pour pouvoir effectivement aller vers un dialogue social, inclusif et politique. Je pense qu'on ne peut que saluer cela et nous attendons de voir encore une fois. On ne souhaite pas que ça soit un feu de paille, encore une fois. Oui, pas un feu de paille à Mohamed Ba, le PM. Et l'autre PM, l'ancien PM, l'a salué, hein, Komara, oui. Qui a quand même salué cette initiative de Bahouri, parce qu'elle s'inscrit aussi dans le cadre de la cohésion sociale, du maintien de la paix en Guinée et du dialogue social. Ça, c'est fondamental, quelle que soit votre volonté, quelle que soit votre puissance économique, le projet que vous pouvez avoir pour développer le pays, sur le plan des infrastructures ou je ne sais encore quoi, il faut toujours penser et maintenir la paix, faire la promotion de la paix, parce que c'est incontournable, parce qu'on ne peut pas développer un pays d'un côté et de l'autre, c'est des tirs, c'est des affrontements, c'est des problèmes qui naissent. Donc forcément, il faut d'abord avoir un soubassement bien consolidé sur le plan de développement de la paix. Et cette paix, ce dialogue dont on fait la promotion, dont le Premier ministre fait la promotion au niveau des premiers ministres, c'est tout à fait normal, mais il faudrait continuer à élargir, je pense que, moi je ne vais pas les apprendre quoi que ce soit, mais je pense que c'est une série qui vient de commencer, c'est la première partie, d'autres vont suivre, c'est-à-dire, quand je dis d'autres, il y a des premiers ministres qui sont vivants dans ce pays, et ceux qui sont décédés, ils ne sont pas nombreux, je crois que c'est Lansana Biavogi, tous les autres premiers ministres, sauf si je me trompe, vivent encore, si certains sont en prison, ou bien s'il y a un qui est en prison, d'autres sont encore vivants, ce sont des Guinéens, et de voir pourquoi ne pas faire la même chose. Il y a des religieux, d'autres personnalités dont on a besoin pour pouvoir faire quelque chose. Mais ce qui reste clair, ce sont surtout ces politiques dont on peut ne pas prendre ça comme une priorité, mais le développement d'un pays, la gestion des affaires d'un pays passe forcément par ces hommes politiques qui
qui ont pour boulot, qui ont pour travail fondamental la gestion des affaires de la cité. Donc je pense que ça c'est fondamental. On parle de la paix, l'entente nationale, on parle du retour à l'ordre constitutionnel, l'apaisement du climat politique. L'ensemble de ces éléments ne peut pas être donné seulement par ces acteurs politiques. Ça c'est un premier facteur dont je tenais à préciser. Deuxième chose, ces anciens, cela fait environ 10 mois depuis qu'on a que le le Premier ministre Amadou Ouriba les a reçus. C'était le mois de mars de l'année dernière à la primature. Mais on essaie de se poser la question, leur passage à la primature, quel a été le résultat? Quel est le résultat? L'impact du passage de ces premiers ministres à la primature. C'est vrai, faire la promotion de la paix, c'est des mots, c'est facile à dire, ça découle. Les yeux fermés, on peut le dire sans se tromper, la paix, l'entente nationale, retour à l'ordre constitutionnel, l'apaisement du climat politique, tout ça c'est bien. Mais quand on prend chaque élément, chaque sujet abordé ou souligné à la sortie de cette rencontre avec le Premier ministre Bahouri, à travers Komara, l'ancien Premier ministre Komara, sous le CNDD, on se demande qu'est-ce qui est fait. Quand on prend l'entente nationale, quels sont les actes qui ont été posés par le pouvoir actuel pour qu'on arrive vraiment à croire, à voir, à indexer, à toucher de doigt ce qu'on appelle l'entente nationale de Conakry en Basse-Côte ici jusqu'en Guinée forestière Azéricole. Quels sont les différents actes posés par rapport à cela? On parle de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, quels sont les actes posés pour qu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui? Tout ce qui a été pris comme engagement, est-ce que cela a été abordé? Si on n'a pas pu faire tout, aborder tout comme ça se doit, est-ce qu'on a pu au moins faire 80, 90%, 50%? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à partir de là qu'on peut se rassurer. Oui, à la sortie, les différents thèmes abordés, à la sortie de cette rencontre avec le Premier ministre, l'ordre constitutionnel, on a abordé cela. Mais quels sont les actes posés? Parce que ce n'est pas pour la première fois que ces d'anciens premiers ministres abordent ce sujet avec le Premier ministre. La première rencontre, c'était presque la même chose. Alors si on revient, l'impact lié à l'ordre constitutionnel, c'est quoi? En tout cas, je me pose la question, vous êtes tous en Guinée, vous pouvez le savoir. L'apaisement du climat politique, qu'est-ce qui s'est passé vraiment depuis leur dernière rencontre, le mois de mars dernier? Qu'est-ce qui s'est passé pour faire l'apaisement politique? Est-ce qu'il y a eu un bras tendu, la main tendue envers tous ces acteurs qui sont liés à la vie politique de notre nation? Je ne sais pas. Les Guinéens, nous sommes tous là. Nous voyons ce qui se passe. Nous pouvons savoir est-ce que ça porte fruit? Est-ce que ça ne va pas porter fruit? Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci c'est la bonne? Qu'est-ce qui nous fait dire que la rencontre cette fois-ci avec ces anciens, ces Big 6 des anciens premiers ministres, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas là. Lansana Kouyaté n'était pas de la partie. Pourquoi on ne l'a pas invité? Je ne sais pas. Pour la première fois, c'était la même chose. On a posé les mêmes interrogations. Pourquoi si les d'autres sont partis pour des raisons que nous connaissons? Il était bien parti parce que lui, il a une formation politique. Bien sûr, bien sûr. Bien parti. Voilà. Pourquoi lui n'est pas là? Ensuite, parler. Pourquoi on n'arrive pas à trouver des portes de sortie afin que Lansana Kouyaté, Sidia Touré, Cellou Dalein Diaro arrivent vraiment à se retrouver dans la même situation pour qu'on parle de la Guinée? Parce que ce sont des anciens premiers ministres là. On parle des anciens premiers ministres. Bien sûr, c'est ce que je dis. Sidia, c'est un ancien premier ministre. Oui, bien sûr. Il y en a plein. Cellou, c'est un ancien premier ministre. Lansana Kouyaté, c'est un ancien premier ministre. Et l'autre politique qui est en prison, malheureusement, Kassori Fofana, c'est un ancien premier ministre. La même chose. Donc, quels sont les actes posés dans ce cadre-là pour qu'on sorte de cette situation? Il ne suffit pas de dire seulement oui, la paix, c'est bien. Il faut toujours apprendre. On dit toujours il faut, pour aller de loin, il faut s'inspirer de passé pour pouvoir bien construire le futur. C'est bien. Mais là, il ne faut pas être superficiel. Il ne faut pas caresser dans le sens des poils. Essayons vraiment de secouer le cocotier pour que les Guinéens sachent réellement il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. L'un des premiers ministres qui était de la partie, c'est M. Youla. Je crois il est du monde minier, du côté de Bokeh, je crois avec GAC. Mais à côté de Bokeh, GAC, ça ne va pas. Est-ce qu'on a parlé de ces sujets? On va dire que non, ça ne fait pas partie, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais il y a près de 1000 jeunes du côté de Sangaridou aujourd'hui qui ont perdu leur boulot parce que GAC ne s'est pas bien comporté avec l'État guinéen. Donc l'ensemble de tout ça, c'est des sujets qu'ils ont plein, qu'on a besoin de mettre sur la table parce que le développement de la Guinée, ça ne se fera jamais sans les Guinéens. Ça, c'est une chose. Et on ne peut pas construire aussi, avoir un soubassement dont la dose de ciment, la dose de sable ou la dose de tous les agrégats qu'il faut ne sont pas là. Donc c'est ça l'essentiel pour nous. Si on n'arrive pas à le faire, on va multiplier les rencontres, on va multiplier les dialogues, on va multiplier les conseils. Si on ne touche pas là où ça fait mal,
vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui prône le mal, mais ça ne va pas nous donner un lendemain meilleur. Bien, Mohamed Leba, vous avez aussi suivi cette rencontre de Baoulé avec les différentes interventions des anciens premiers ministres manquants, d'autres hors du pays, certains acculés par la justice et d'autres présents mais non invités. Le constat est quand même palpable. Oui, le constat est palpable, il est amer, le constat est tout autre aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on pourrait dire. Si l'initiative elle est bonne, si ça se passe bien comme on voit dans d'autres pays, disons prendre conseil, c'est les anciens quand même qui vraiment dans certains domaines ont quand même pu exceller. On peut s'inspirer de tout cela, demander comment l'intéressé est parvenu à réaliser telle chose. Sauf que je ne suis pas en train de peindre tout en noir. Mais ces anciens PM qui quand même pour une deuxième fois défilent devant l'actuel Premier ministre, si vous regardez le bilan individuellement pris, vous n'allez pas quand même me dire qu'il y a un bilan ou des bilans quand même assez reluisants. Et si vous prenez, je dis bien individuellement pris, c'est vrai que les générations ne sont pas les mêmes, les périodes ne sont pas les mêmes, presque même voire des régimes, parce que certains, ce sont des premiers ministres sous, disons, Lansana Conté, l'autre Dadis, et puis voilà, entre autres. Aujourd'hui, je crois que quand il s'agit de parler d'un dialogue inclusif, parce qu'il s'agit de cela. Il y a eu un premier dialogue, mais on a trouvé, en tout cas des bon nombre d'observateurs, ont trouvé réellement que ce dialogue, c'était un dialogue, mais il n'était pas inclusif. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette inclusivité dont on parle soit vraiment effective? Je crois que c'est là où aujourd'hui le bas blesse, parce que ce qu'on est en train de nous servir ressemble, je dis bien, ressemble à un gaspillage d'énergie. Tout simplement parce que pour l'heure, il n'y a pas encore d'impact. C'est une deuxième rencontre. Et aujourd'hui, des véritables protagonistes, ouais, si on peut se permettre d'utiliser le terme. Ces gens-là, les principaux concernés. Ces gens-là ne sont pas, disons, approchés. Je ne crois pas que ces gens-là soient même entendus par rapport à tout ce qui se passe concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez des anciens premiers ministres à un moment où il y a un ancien premier ministre qui est à l'hôtel 5 étoiles, à la maison centrale de Conakry, d'autres anciens premiers ministres qui se disent être contraints à l'exil. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Être contraints à l'exil. Vous voyez, il y a l'autre qui est là. À un moment donné, tout le monde quand même le donnait rouler pour le pouvoir, même s'il y a eu quand même ce silence de cathédrale à un moment donné de l'histoire de la transition, très récente, il faut le dire, de par de Lansana Kouyaté, qui depuis un bon bout de temps quand même ne prend plus la parole, mais c'est vrai quand même que sa position, c'est vrai, sa voix doit être comptée. Évidemment. Ouais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des personnes, des leaders politiques, sont des anciens premiers ministres. Vous parlez de Selou Dalein Diallo avec l'UFDG, disons de Lansana Kouyaté avec le PDN, de Sidi Touré avec l'UFR, mais aussi de Kassouri Fofana avec le RPG Arc-en-Ciel. Parce qu'aujourd'hui, à l'absence d'Alpha Condé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tiraillements, mais c'est lui qui avait été choisi, Kassouri. Aujourd'hui, il se retrouve à la maison centrale. C'est vrai, ce sont des personnes qui doivent faire face à la justice. On le dit haut, mais ça n'épargne quand même qu'on écoute ces personnes-là vis-à-vis de certains sujets. En prison? On va les écouter. Ça dépend. Non, c'est juste une question. L'un n'est pas en prison. Il est alité quelque part dans un hôpital. Mais disons que c'est en prison parce qu'il est placé sous mandat de dépôt. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui, pour amorcer un véritable dialogue, je crois qu'il faut le faire avec des personnes concernées directement par ce cadre de dialogue-là, des personnes qui pourraient
disons, s'ils ne sont pas animés de bonne foi, disons, pourraient mettre les bâtons dans les roues du CNRD. On ne le souhaite pas. Ouais. Aujourd'hui, je crois que ce sont ces personnes-là qui sont en train de réclamer le dialogue. Minimum Kouyaté, parce que lui, minimum Kouyaté. Parce que lui, on peut comprendre qu'il est arrivé à un moment où l'histoire de la Guinée tanguait, hein, où le bateau de la Guinée tanguait. C'était en 2007 avec le soulèvement populaire. Il y avait les grèves farcies et là, des manifestations ça et là. Kouyaté, quand même, dans un laps de temps, quand Lansana a porté, paix à son âme, sa confiance au PM Kouyaté, il est venu quand même redresser. Après sa mission, je pense qu'il a rendu le tablier et il est passé à autre chose. Il a créé un parti politique par la suite et on sait ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, on ne doit pas mettre cela devant tout en oubliant le sacrifice ou le travail abattu pour la nation il y a quelques années en arrière. Oui, on ne peut pas l'oublier. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important d'écouter tout le monde. Parce qu'individuellement pris, ces premiers ministres qu'on n'a pas cités, peut-être que vous avez un peu laissé Kassouri Fofana à l'ombre. Mais si vous regardez Sidia Touré, par exemple, il y a pas mal d'anciens qui parlent de son passage à la primature quand même. Bonnement, j'ai dit bien bonnement. Et de l'autre côté, vous l'avez rappelé tout à l'heure, concernant Kouyaté, et concernant Dalain Surma aussi, on pourrait trouver quand même quelques points positifs. Donc, je crois aujourd'hui, il faut aussi écouter ces gens-là. Parce que quand on parle d'inclusion, quand on parle d'inclusivité, je crois que là, on n'est pas en train d'aller dans le vrai sens du terme. Parce que là, il y a de l'exclusion. Parce que si on ne peut pas réunir tous les premiers ministres, je crois que le mieux, c'est de faire sous silence. Pour moi, c'est pour dire par là, si je peux interpréter ce que je vois là, c'est tout sauf les premiers ministres, l'ancien premier ministre politique autour de la table. Ah, peut-être, c'est ça. C'est l'exclusion aussi reste de mer parce qu'il y a Lucien Fall qui figure. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est un parti politique. Oui, c'est ça, on parle des partis politiques. Non, on parle des anciens premiers ministres qui ont des partis politiques. Donc, des anciens premiers ministres politiques. C'est ce qu'il a résumé en quelques mots. Et donc, ceux qui ont des partis politiques, même si Lucien Fall fait partie de l'eau, il y a attire notre attention sur un point très important. Lucien Fall faisait partie de l'eau, mais il a aussi un parti politique. Absolument. Est-ce que c'est parce que vous avez un parti politique ou parce que vous n'êtes pas dans l'esprit? Ça, c'est des interprétations. Ça, c'est des interprétations pour y arriver à un bon résultat. Tout ça, ce n'est pas exclu. Voilà. C'est très important. Allez, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant d'introduire notre invité de ce mardi. On y va avec cette première réaction. Bonjour, mes chers journalistes. C'est Amadou Gouldé. Les représentants des partis politiques au CNT, ils ne vont pas démissionner car il y a le nem-nem. Démissionner, c'est pas donner à n'importe qui. Le temps est le meilleur juge. Allez, on verra la suite des choses. Salut les hommes de bonne foi. Le CNT doit être dissous parce qu'ils ont échoué les autres. Bon, salut, tu n'as pas suivi le discours du président, hein, parce que le président félicite le CNT. Et toi, je ne sais pas. Bon, c'est ton opinion et je respecte ton opinion. Bonjour, Kavi FM, à la 89.5, la meilleure des radios. Cette démission nous a marqué en tant que bons Guinéens. Il s'est inscrit dans la logique. Nous voulons que les autres servent d'exemple, prennent l'exemple sur lui. Ibrahima Souri, ISO, notre ISO ce matin. Allez, on enchaîne toujours. Bonjour ma radio, je suis Ali Radafi Camara depuis Bessia-Poron. Vraiment, vous êtes les meilleurs, que Dieu vous donne la longue vie et la santé. Je salue mon PM et toute sa famille. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à tous et aux chroniqueurs. Moi, c'est Camara Moriba Diomandé. Concernant la démission de Maître Traoré, c'est une très bonne chose. Moi, je veux que tous les membres des partis politiques et de la société civile démissionnent aussi. Il y a beaucoup de jeunes chômeurs en Guinée actuellement. Ils vont les remplacer valablement. Merci. Moriba Diomandé. Allez, on enchaîne toujours. L'infatigable communicant du CNRD, le général Mamadi Doumbouya, civilisé et généreux, l'enfant prodige de Bouramaya Samaya, Monsieur Sila Rukens. Abdallah, une pensée positive à votre PDG et tous les chroniqueurs de Kavi, particulièrement le scanner, sans oublier mon patron, honorable Jobébé Tossilibé. Je remercie le Premier ministre Amadou Liba d'avoir reçu nos anciens Premiers ministres. Mais ce
qui reste clair en venant sur la table de négociation. On ne doit pas avoir beaucoup de préalables pour l'intérêt de la Guinée. C'est le cas des politiciens guinéens. Dans ce qui concerne la démission de Maître Traoré. Au niveau du CNT, je vous jure, les représentants des partis politiques, RPG Arc-en-Ciel, Sayoun Kamara, UFR Tidiane Silla et UFDG, ne démissionneraient absolument pas puisqu'ils voient leurs propres intérêts personnels. Je demande au président Dansa Kourma d'effectuer directement son remplacement. Signé M. Silla, rue 15. Allez, il a trop de messages. Hein. Allez, il dit qu'il faut savoir si Maître Traoré ne démissionne pas, il sera exclu de sa corporation, mais ne comptez pas sur les représentants des partis politiques. Ah, Silla, il faut donner le temps au temps, il ne faudrait pas vite parler. Peut-être que Sayon Mara, il va suivre l'exemple. Bonjour mes chers journalistes, l'écoute est très favorable à Dabompa. Ancien Premier ministre Jean-Marie Doré aussi est décédé, écrit par Diakaria Diallo depuis Dabompa. Oui, paix à son âme. Oui. Hein. Merci pour le rappel, paix à son âme et nos pensées à toute la famille Doré. Bonjour Kavi FM, j'invite le Premier ministre M. Amadou Riba à tenir un dialogue inclusif, politique et social pour que le pays sorte de l'ornière. Ce pays a besoin de tous ses fils pour son développement. C'est Tigane de Yimbaya. Merci pour la fidélité depuis Yimbaya. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Yombiro et à Kondiandou. C'est dans la préfecture de Kissidougou. Je tire chapeau à Maître Mohamed Traoré. Il est vraiment courageux. Il a décidé de démissionner tout simplement parce que nous ne sommes plus dans la transition, mais dans la réfondation. Je pense que les autres aussi feront comme lui dans les jours à venir. C'est Boïba depuis Kissidougou. Ouais, c'est vrai. Nous ne sommes plus dans la transition, mais dans la refondation. Allez. Bonjour mes amis, il faut dire à mon PM Amadou Riba de démissionner. Tôt ou tard, il va partir, mais son histoire va rester. Il ne pourra pas faire quelque chose. Je veux rester... Qu'est-ce qu'il dit? Il doit faire comme Mohamed Touré. Je le félicite. Mohamed Traoré. Alors, signé par moi, la Guinée. Oh, alors, vous avez un beau nom, hein? Un beau prénom, pardon, la Guinée. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dintingambouria d'Ankama, dans mon village natal. La démission de Maître Mohamed Traoré est un coup dur pour le CNT. Voilà des patriotes qui veulent servir leur nation au lieu de se servir. Mamadou Alpha et Djambouria, notre Djambouria depuis Koloma. Bonjour mes chers journalistes, laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas de rencontrer les premiers ministres pour décrisper la situation, car la première rencontre n'a rien donné de positif. La réaction de Maître Traoré la démission alors est un coup dur pour le CNT et un honneur pour les avocats. Vivement la fin de la transition, que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi. Bonjour Kavi TV, bonjour à vos chroniqueurs et à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Ahmed Sekou et Kaba depuis Bokeh. Le PMA des initiatives très salutaires, mais pour l'émergence de la Guinée, la rencontre de ses premiers ministres a beaucoup marqué les populations. Tout le monde peut faire quelque chose dans ce pays. Les sages, les leaders politiques, les cadres, les religieux et la population. Donnons-nous les mains et aider le pays le président pour le développement de notre pays. Tous les pays comme l'Australie dépassent la Guinée. Je sais pas, tous les pays que l'Australie dépasse, la Guinée doit aussi dépasser ces pays avec la volonté et la bonne gestion de nos dirigeants. Je ne sais pas pourquoi cette comparaison. Allez, je vais comprendre. Un pays minier, peut-être. Bonjour les grands journalistes, je profite de l'occasion pour saluer mes parents. L'écoute est favorable. Et ici, félicitations à vous et nous sommes fiers de vous. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo. Ce dernier message avant de poursuivre cette émission. Bonjour les professionnels de l'information, pour ne pas dire les journalistes. Vous en savez que le journaliste, c'est quelqu'un qui recueille, vérifie, traite, agrège et transmet le résultat de son travail via des émissions ou des publications. Je faisais partie de la communication, c'est de la corporation. C'est Aboubakar Karankani Koulibaly de la tannerie. Au fait, je trouve la démission de Maître Mohamed Traoré tardive. Il savait très bien que les élections ne pouvaient se tenir en 2024. Baouri l'a bien dit dès sa nomination. Peut-être un dernier, hein? J'y arrive, je n'ai pas le choix ce matin. Bonjour Kavi, cette démission de Maître Mohamed Traoré n'est pas une surprise. Vu ses sorties médiatiques, je peux dire qu'il a même pris beaucoup de temps pour ça. Merci à lui pour le respect de son serment. Ibrahima Louis Kamanou depuis Ekuntia. Continuez toujours avec vos réactions sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Nous on marque une pause. Le temps pour nous de recevoir notre invité de ce matin.
bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Kavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress. Voilà parti pour la deuxième partie de cette émission Le Scanner, ensemble jusqu'aux portes de 10h30 dans cette émission de débat constructif. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. La radio, c'est sur la 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV, numéro 249. Si vous êtes sur le bouquet Canal+, 113 779. Si vous êtes sur le bouquet Star Times, merci de nous suivre sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Tapez simplement Kavi Média sur notre site d'information siaminfo.com. Sur les réseaux sociaux, vous êtes forcément sur Kavi TV, disponible sur Meta, Instagram, YouTube. Vous pouvez nous rejoindre de ce côté. On parle cette fois encore de la jeunesse. La jeunesse est au centre de toutes les politiques prônées par les différents régimes qui se sont succédés en République de Guinée, mais de l'indépendance à nos jours, la jeunesse reste toujours à la couche la plus impactée par le chômage et autres travers sociaux. Les jeunes Guinéens, dans leur majorité, optent pour l'immigration au péril parfois de leur vie, ce qui ne devrait malheureusement pas être le cas pour un pays doté de richesses comme la Guinée. L'État ne pouvant être le seul employeur, quelle est la partition de la société civile guinéenne pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'éducation citoyenne? Nous posons la question à notre invité de ce matin. Il est déjà parmi nous, M. Ibrahima Aminata Diallo, président de la Coordination nationale pour la paix et le développement CONAPED. Bonjour, M. Diallo, bienvenue. Oui, bonjour et bonjour à vos co-débatteurs et également à tous les auditeurs de cette émission. Ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Parce que vous êtes entouré par deux bars et je vous ai vu secouer la tête. Oui, deux bars et c'est des bandits armés d'Amdalaï, BAH, que souvent je qualifie de brigade anti-honnêteté aussi. Mais bon, comme on est dans un studio et pour l'instant, ils sont des messieurs pour une question d'exception. Ouais, merci d'être là, parce que c'est une ouverture aussi, on ne le savait pas. Voilà, merci. donc c'est une Les bandits armés d'Amdalaï. Voilà. Et ça, je ne savais pas qu'ils pouvaient être suicidaires à ce point. Hein. Non, bon, heureusement vous n'êtes pas baldé, sinon j'allais donner la signification de baldé. Les deux significations. Oh, c'est bandits armés d'Amdalaï et brigade anti-honnêteté. Brigade anti-honnêteté. Il est suicidaire, ne déballe pas. Non, ça ne dit pas ce que je n'arrête pas. Pas de commentaires. Ça, c'est tout moins... ce que je peux dire, que je trouve, on m'avait dit que ce jeune, il était fougueux, il aime vraiment aller au front, mais dire qu'il était suicidaire à ce point, ça, je ne pouvais pas le comprendre. Mais bon, ça va, on l'accorde. Vous n'êtes pas Excellence Baldé. Les Baldé savent, quand je les appelle Excellence, c'est un autre titre. Ça, c'est à part. Mais on va laisser ça. C'est déjà compris. Ibrahima Aminata Diallo, qui commence bien cette émission avec nous ce matin. On parle de la partition de la société civile pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Vous êtes président
de la CONAPED, cette coordination qui se bat dans ce sens, et pour la paix et pour le développement, pas que de la jeunesse, hein, mais du pays en général. Mais parlons spécifiquement de la jeunesse. Aujourd'hui, quelle action menez-vous sur le terrain pour marquer votre partition pour enfin, hein, permettez-moi cette répétition, pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes? Bon, je vous remercie pour l'invitation. Je commencerai d'abord par le décor que vous avez planté. Je vais parler de la situation d'immigration. Au-delà de ça, la Guinée aussi, on a un autre volet. En tant que sociologue que j'ai observé, c'est la mise en place d'une sinécure. En Guinée, il y a une sinécure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire c'est de se déployer notamment pour une rémunération sans fournir d'efforts. Beaucoup de jeunes sont dans ce sens-là. Mouvement de soutien. Ça peut être ainsi. On peut créer même une personnalité autour de laquelle on tourne pour juste avoir on crée une vache laitière. Voilà, de vaches laitières. Et ça, au-delà de l'immigration, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas accepter qu'à chaque fois, à la veille d'une manifestation, qu'on vous distribue de l'argent ou bien des motos ou de ceci ou de cela, juste pour soutenir tel ou tel. Moi, je pense que c'est un peu déplorable parce que l'intervalle d'âge, la classe d'âge de la jeunesse, c'est un intervalle très intéressant pour la vie de l'individu. Très intéressant. Et si toutefois, vous laissez passer dans la facilité, je pense que vous deviendrez un vieux mendiant. C'est aussi simple que ça. Mais là, qu'est-ce que vous faites, pour voilà, donc dans le même sens, partant de votre constat sociologique, qu'est-ce qui expliquerait la cause de cette attitude de la jeunesse? La sinécure s'explique par la facilité du gain. On veut toujours gagner, mais sans fournir d'efforts. C'est mon constat. Bien. Parce que j'ai eu la chance d'être l'un des, notamment, identificateurs des jeunes pour l'échangeur de Bambeto. Mais certains viennent 2 jours, 3 jours, ils disent que c'est difficile. Ils abandonnent, ils jettent l'éponge carrément. Donc, et pourtant, les pays qui sont développés, c'est au bout de l'effort, il faut travailler. Et ça, c'est avec un claquement de doigts. Voilà, qu'on peut avoir de l'argent. Maintenant, c'est habitué à venir autour de... Voilà, par exemple, je vais dire le CNRD est une sinécure actuellement en Guinée. Parce que c'est devenu, pour les jeunes, un tremplin pour certains. Ce qui est grave. Très grave. Et on vient autour du président, c'est nous qui sommes là, on peut gérer telle zone. Maintenant, j'insiste encore sur cette question. C'est un volet qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, quelle est votre partition aujourd'hui? Quel rôle jouez-vous pour éviter que ces jeunes ne se retrouvent dans cette situation en tant que acteur de la société civile? Voilà, nous avons une expérience dans le volet engagement citoyen depuis plus d'une dizaine d'années. Mais nous avons vu, il faut déconstruire pour construire. C'est-à-dire? La déconstruction, c'est quoi? C'est cette sinécure dont je vous parle. À part, il faut déconstruire cela pour ramener les jeunes à la raison, pour dire que vous êtes capable de produire vous-même à travers l'auto-emploi. Vous êtes capable, vous avez des talents. Donc, amener les jeunes à découvrir, à faire ce qu'on appelle l'ABR, l'autobiographie raisonnée. Le jeune, lui-même, il prend conscience à travers, bien sûr, les propositions que nous lui faisons. Nous, on n'impose rien. Quand on dit de faire l'ABR, même nous, on peut le faire. On s'assoit avec notre propre conscience, on réfléchit depuis qu'on a commencé à se prendre en charge, ou bien avant même ça, même depuis l'école primaire. Qu'est-ce qui nous a marqué dans notre vie, qui va nous impacter dans l'avenir? C'est ce qu'on appelle l'ABR. Donc, cette autobiographie raisonnée, tous les jeunes qui ont accepté de le faire, je reviendrai tout de suite sur notamment une activité de compétition de speech qu'on vient d'organiser, notamment à l'Orange ODC, Orange Digital Santa, où on a eu des lauréats, des jeunes que personne n'attendait, qui ont pu proposer des projets. Des jeunes talents. Oui, des jeunes talents qui ont eu des prix. Et peut-être qu'ils auront la chance même de faire le tour de la sous-région avec l'appui de la Fondation Orange, mais aussi de nos partenaires Aide et Action, Solidarité Like, etc. Qu'est-ce que je veux dire? De ce côté-là, nous sommes dans 2 volets. Parce que quand vous êtes dans une organisation de la société civile, vous ne savez pas ce que vous faites, des fois vous échouez. Quand vous voulez tout faire, au même moment, vous échouez. Il faut choisir carrément notamment des volets. Nous, on a opté pour un temps, pour l'engagement citoyen. Depuis 2013, sur l'axe, on se battait pour la lutte non violente.
pour inviter les jeunes à renoncer à la Depuis quelle violence. année? Depuis 2013. Mais de façon formelle, je veux dire. C'est en 2013 qu'on a formalisé. Sinon, de façon informelle, on a toujours fait ça. Mais de façon formelle, dans une organisation appuyée par une ONG internationale, c'est en 2013 qu'on a commencé. Mais quel est l'impact aujourd'hui positif? Bon, avant d'arriver sur l'impact, je vais décrire d'abord les faits. Ensemble, vous allez voir l'impact vous-même. Et pendant tout ce temps, on a été très mal compris, non seulement par l'opposition à l'époque, mais aussi par la mouvance. Parce que chacun a tenté. La première sortie de notre déclaration à Bambeto, c'était de demander, n'est-ce pas, aux deux camps de privilégier la non-violence, en appelant les forces de l'ordre à faire recours, n'est-ce pas, au principe de non-violence, sans atteinte, n'est-ce pas, à l'âme de quelqu'un, parce que souvent en Guinée, nous pensons que manifestation égale à violence. Donc, du temps, on a évolué dans ça une dizaine d'années presque. Ça a impacté, parce qu'il y a eu des gens qui sont devenus des adeptes de non-violence, inspirés des icônes que nous avons connues, Gandhi, Nelson Mandela et tant d'autres, parce que nous avons donné des exemples et des projections à un groupe de jeunes. On les a dit, ceux-ci-là sont devenus aujourd'hui, ils sont dans l'annale de l'histoire, dans les annales de l'histoire, parce que tout simplement, ils ont fait recours à la non-violence. Tous ceux qui sont violents n'ont jamais été célébrés. Donc il y en a qui ont compris. Et c'est l'expérience-là que nous avons utilisée à l'échangeur de Bambeto qui nous a réussi. Si vous avez constaté. Tous ceux qui ont compris ça, ils se sont impliqués. M. Diallo est là, il peut témoigner. Une fois, il est venu nous trouver dans une situation où c'était tendu, mais finalement, on a été compris. Donc, pour vous dire que ce volet, on a évolué, on a vu, mais tu peux évoluer dans ce volet-là jusqu'à un certain temps, mais ça a des limites. Les limites là, c'est de proposer aussi autre chose, c'est-à-dire volet employabilité. Pas seulement engagement citoyen, parce que dans l'engagement citoyen, c'est des bénévolats, même pas du volontariat, parce qu'il y a une différence. Bénévolat, tu n'attends rien, tu le fais, mais volontariat, au moins, tu attends quelque chose. Ouais. Vous comprenez? Donc, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés comme ça, malgré tout ce qu'on a subi, que l'Axe a subi sur un certain temps, il y a eu des tueries, c'est les choses que nous, on n'avait pas voulu. Donc, revenons dans le cadre de l'engagement citoyen, de l'employabilité jeune. Depuis 2020, nous avons rajouté ce volet-là dans nos pratiques, le volet engagement, employabilité jeune, à travers un programme qu'on appelle le CPD, Compétences pour demain, qui est notamment cofinancé par l'AFD et Solidarité Lex, une ONG française, mise en œuvre en Guinée par la CONAPED, en convention avec Aide et Action, que vous connaissez, qui est devenu Action Éducation maintenant. Donc, ce volet-là, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a eu beaucoup de formations qui ont été proposées. Mais ces formations-là, ce n'est pas nous qui les proposons. Nous invitons les jeunes, à travers notamment l'outil qu'on appelle le LABIS, Laboratoire d'innovation sociale, c'est-à-dire on s'est inspiré un peu des biologistes qui ont un petit laboratoire qui viennent observer les phénomènes. Donc nous avons dit, l'individu ressemble à ça. Dans ce laboratoire, tu entres dedans, à travers des formations, il y a une transformation. Peut-être forcément des propositions de formation que toi-même tu vas peut-être proposer, je me répète, quand toutefois tu penses que ces propositions-là sont favorables à ton développement personnel, nous nous appuyons à travers ces formations. Donc ces deux volets, il y a notamment dans l'employabilité, on a eu la chance d'être appuyé dans des formations avec le Collège coopératif de Paris pour la mise en place d'un ACORA. Qu'est-ce qu'on appelle ACORA? C'est l'atelier coopératif de recherche-action. Bon, recherche-action, ce n'est pas une nouveauté dans le monde scientifique, mais c'est nouveau en Guinée. Parce que c'est un concept, nous tous universitaires, on a connu la recherche fondamentale. C'est le concept le plus connu par les universitaires de façon globale de l'Afrique ou surtout même de notre pays. Dès que tu parles de recherche-action, ça devient un concept nouveau. Cependant, ce n'est pas nouveau en Occident. On ne peut pas travailler avec la communauté en restant dans un bureau et proposer des actions pour la communauté. La meilleure façon, c'est de mettre en place un atelier qu'on appelle l'ACORA. L'ACORA, c'est à l'image d'Agora athénien que nous avons connu. Très bien. Donc, autour de ça, on fait participer les bénéficiaires. Il n'y a pas d'hierarchie. Tout est transversal. Ce n'est pas parce que tu es à le niveau universitaire, par exemple, moi, je suis un animateur,
il y a des animateurs. Mais ce n'est pas notre niveau d'étude. Peut-être c'est la mise en œuvre, c'est tout le monde. Parce que même quand vous faites les interviews avec les communautés, les résultats ne seront pas analysés comme on le fait dans la recherche classique. Oui. Les résultats seront analysés de façon très subjective, mais avec un triangle de moi, de nous et de la recherche classique. Donc les trois là, on fait ensemble. Chacun, on analyse ensemble ce que les autres ont dit pour en tirer là où il y a le vrai besoin. Est-ce que toute la jeunesse se retrouve dedans, toutes les couches sociaux, du côté, en tout cas de la jeunesse par exemple, ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui ont été jusqu'au collège? J'ai dit c'est transversal, j'ai commencé par ça. Oui, mais la transversalité, c'est tout le monde. C'est pourquoi j'ai parlé de transversalité. J'ai dit il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau d'étude. Personne n'est mis à l'écart. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de transversalité dans la composition. On n'a pas dit que c'est seulement des universités. Il n'y a pas de restriction. Pas du tout. La compréhension que je voudrais... Abdallah, excuse-moi. Oui, parce qu'on doit aller à la pause, là, on n'oublie pas. Donc, on a quelques secondes. Donc, Monsieur Ibrahima Aminata Diallo, président de la Coordination nationale pour la paix et le développement, CONAPED, est notre invité de cet autre numéro. Nous, on va avec nos obligations commerciales. Derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Kavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Promo exceptionnelle, le 50-50. Pour la fin d'année, Kavi Media vous réserve beaucoup de surprises. Institutions, entreprises et particuliers, du 15 décembre au 15 janvier 2025, Kavi Media lance une grande promo. La promo 50-50. Venez communiquer chez nous avec 50% de réduction sur les tarifs des spots télé et radio pour valoriser votre maison, vos produits et services en payant seulement la moitié des frais de diffusion pendant un mois. C'est pas génial ça? La promo 50-50 du 15 décembre au 15 janvier 2025, c'est seulement sur Kavi Media. Kavi Media, communiquez autrement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Kavi TV, la télé du développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement.
l'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Promo exceptionnelle, le 50-50. Pour la fin d'année, Kavi Media vous réserve beaucoup de surprises. Institutions, entreprises et particuliers, du 15 décembre au 15 janvier 2025, Kavi Media lance une grande promo. La promo 50-50. Merci de nous préférer dans cette émission, le scanner de Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi quand le 9h jusqu'à 10h temps universel, 10h30 temps universel. Merci à notre partenaire de Mondial Express. Faites-y un tour pour vous, tous vos projets de voyage et autres, il faut le rappeler. Notre partenaire privilégié ici même à Kavi Media, au groupe Kavi Media. On parle de jeunesse avec notre invité de ce matin, M. Ibrahima Aminata Diallo, président de la coordination nationale pour la paix et le développement CONAPED en abrégé. Monsieur Diallo, on parlait de cette question que posait Ba, transversalité, avec beaucoup plus de détails, Mohamed Ba. Oui, le détail c'est beaucoup plus parce que quand on parle de transversalité, on se rend compte que ce n'est pas réservé en une catégorie de la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui ont été à l'école seulement, ou ceux qui ont fini des études, ou ceux qui ont soutenu, mais on parle de la transversalité où tout le monde, tous les jeunes, toute la jeunesse se retrouve dedans. Mais maintenant, moi je cherche à savoir, si c'est le cas, comment peut-on vraiment faciliter la compréhension à ceux qui n'ont pas poussé les études, voire même sur le terrain? Est-ce que ça ne pourrait même pas, pendant la formation, j'allais dire, cela ne pourrait pas être même un peu ennuyant pour d'autres parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre certaines démarches scientifiques? Bon, écoutez, comme je vous ai dit, la science, elle est objective, mais notre démarche, elle est subjective. Parce que le moi de chaque participant est important dans ce que nous faisons. Le moi de l'individu, c'est important dans ce que nous faisons. Comme je vous ai parlé de l'ABR, la première fois qu'on se retrouve, si tu ne sais pas écrire, on peut t'écouter, tu fais une autobiographie raisonnée. C'est-à-dire de ce que tu as été depuis l'enfance. Quelles sont les étapes de ta vie qui t'ont marqué de façon positive ou de façon négative. Nous constituons cela pour amener ce dernier à s'inscrire dans une logique. Ensuite, on le demandera, qu'est-ce que toi tu penses faire maintenant là, dans ta vie, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. Non plus, on ne peut pas aussi attendre toujours les privés, parce que là-bas, il y a des exigences, il y a des critères pour être un employé, par exemple, d'une entreprise. On peut des fois demander Bac+3, on peut demander ceci ou cela. Et toi qui n'as pas eu la chance, qui est issu de l'échec scolaire ou qui n'a jamais même eu la chance d'aller à l'école, qu'est-ce que toi tu penses faire pour ton pays à travers ton développement personnel? Donc, c'est toutes ces réponses-là que nous allons réunir pour dire, voici un nombre de personnes qui sont dans ce cadre-là, voilà ce qu'ils proposent pour les accompagner. C'est comme ça qu'on a reçu des femmes, des filles et femmes, qui étaient des filles-femmes mariées à bas âge, qui ont été dans l'essai scolaire, qu'on a formées dans le cadre de la pédagogie, notamment pour les aider à lire et à écrire. On a aidé certains. C'est elles qui ont proposé même la coopérative qu'on appelle la coopérative de perlage. C'est elles qui ont proposé cela. Et aujourd'hui, cette coopérative fonctionne. À chaque fois qu'il y a notamment que ce soit des foires ou des rencontres, les partenaires Aide et Action et Solidarité Laïque à travers la CONAPED, on accompagne à travers des matos qu'on envoie et on les accompagne dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas, le fait de ne pas aller à l'école n'est pas un handicap pour devenir entrepreneur. Les plus grands entrepreneurs de notre pays ne sont pas universitaires. On prend Sonoko par exemple, c'est un exemple. Voyez, non? Mais ce que nous avons remarqué dans tout ce que nous faisons,
généralement, le jeune Guinéen aime le résultat direct. C'est-à-dire, il travaille, tu le remets. Il préfère des fois que tu l'emploies pour creuser ici un trou. Il finit, tu le remets son argent, il quitte. C'est pas facile d'amener les gens à s'adapter, à apprendre non seulement à développer des compétences, mais après à se prendre en charge après. C'est pas facile en Guinée. Mais nous tentons de concilier ces deux. Mais il est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un qui a un diplôme que celui-là qui ne sait ni lire ni écrire. Là aussi, il faudrait qu'on quitte ce monde, qu'on essaie d'encourager, ne serait-ce que le jeune qui se bat jusqu'au niveau de la terminale ou en 10e année au moins, avec un petit niveau, parce que là, tu sais lire et écrire, que de dire que bon, je ne sais ni lire ni écrire. Par exemple, il y a ces choses qu'on peut te faire signer. Si par exemple, on veut t'accompagner, on peut te faire signer, tu as réussi tel. Il faut que tu saches ce que tu es en train de signer. Donc ça, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, c'est un handicap. Il faut se dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire que c'est totalement perdu. Ils sont abandonnés. Nous pensons que cette transversalité que nous avons créée à travers cet atelier d'Akora, c'est une co-construction qu'on fait ensemble. Il y a des volets que vous pouvez proposer. Il y a eu des filles là-bas qui ont fait l'université, qui ont des licences, qui ont dit, bon, nous, on veut faire une coopérative de transformation de piment en purée et en poudre. Vous voyez, non? On a cette coopérative encore qui existe. Donc, il y a des compétitions même à l'interne, après avoir formé les jeunes dans la technique de montage de projets, ceux qui ont la chance bien sûr d'aller très loin, et même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, tu peux dire, bon, moi, il y a une fille qui nous a dit, elle est prête à accompagner la Guinée dans le cadre notamment de la culture de gombo. Vous savez, c'est très prisé, c'est consommé en Guinée. Mais on lui a demandé quels sont ses moyens, ses techniques, ses stratégies. Elle nous a dit qu'elle va faire ça à Debreka, il y aura 7 personnes qui vont l'entourer. Tout ça, là, on a dit, bon, c'est encourageant parce que cette compétition qui a été organisée le samedi passé du côté de l'ODG, Orange Digital Center, c'était 15 jeunes formés. À l'issue de cette formation, il y a eu une sélection, 7 ont été retenus pour venir faire ce pitch d'entrepreneuriat. Mais de surcroît, ceux qui ont été là, le premier qui a eu le premier prix, c'est un jeune qui a fait l'économie à l'université, mais qui a un petit conteneur à Wanindara, au bord de la route, que personne n'attendait, qui pouvait séduire aussi les membres du jury de cette façon. Et celui qui a eu le premier prix, le second aussi, c'est un jeune aussi de la même chose. Il y a eu 3 prix et sur les 7. Mais les 3 là, je pense que il y aura le premier qui doit compétir avec d'autres jeunes que Orange doit accompagner. Mais quelle était l'exception pour le jeune de Wandira avec son conteneur? C'était quoi? Si ça peut servir d'exemple. Bon, l'exception de ce jeune, il est avec la CONAPED. Et il est toujours à côté de moi. Il a cru à ce que nous faisons. Il a cru à mon leadership depuis plus de 10 ans. Je ne voulais pas parler de ça. Il y a eu un bicéphalisme à un moment donné, quand j'étais à la tête de la PJDD. Je n'ai pas voulu que cela soit un problème public, parce que ce n'était pas important. C'était une question d'ego et de jalousie. Donc, je n'ai pas voulu personnaliser. J'ai dit, bon, on abandonne la PJDD, on va aller dans un autre volet. Mais on n'a pas de partenaires. Ceux qui ont pris les partenaires, parce que c'était une question d'autonomisation qui était le problème. Et on a dit qu'on ne peut pas continuer à être un bébé dans les jupons pendant plus de 10 ans. Il faut à un moment donné faire de recul et nous laisser nous-mêmes avec les partenaires. Donc c'était ça le problème. Mais lui, il a préféré suivre là où il n'y avait pas de partenaires. Il est resté avec nous. Le groupe qui était convaincu qu'on pouvait vraiment avoir des partenaires de façon autonome et qu'on est signataire de conventions et non pas des bêtes de mise en œuvre seulement, parce qu'il fallait profiter. L'action, c'est quoi? Lui, c'est quoi réellement? Lui, l'action, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est cette exception et le courage et la persévérance et sa résilience, n'est-ce pas? Dans cet état où on a traversé... Son conteneur, il y a quoi dedans dans son conteneur? Il y a que... Bon, c'est lui-même qui me fait ça. Il n'y a que des pochettes de téléphone. D'accord. Des écrans. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Ce qu'il a de spécial, c'est le fait qu'il a participé à beaucoup de formations avec le CPD. Deuxièmement, il est allé à l'université, il a fait économie. Mais depuis qu'il a fini, il est toujours dans les activités. Partout on parle de formation, d'entrepreneuriat. Il vient, il se présente, il suit les formations. Donc du coup, pendant plus d'une dizaine d'années, il a accumulé
ses expériences. Quand on a dit qu'il y a une compétition après leur formation, il a tenté. Donc, il avait plus d'expérience, niveau formation que les autres. Donc, plus d'expérience et plus de courage aussi. Parce que imaginez-vous, il y en a qui n'acceptent pas de fermer sa boutique pour aller suivre une formation qui n'est pas, des fois, des formations où tu n'as que le petit déjeuner et le repas de midi. Il y en a qui disent, bon, je préfère avoir 100 000 d'intérêt ici que d'aller là-bas. C'est là où il y a l'exception de ce jeune. C'est ce qui a créé la différence. Alors, cet autre constat, la plupart de vos activités se tiennent dans la commune de Ratouma, sur l'axe. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un projet? C'est vous qui le dites, hein? Nous on est à l'intérieur du pays aussi. Bon, enfin, à Conakry ici, la plupart de vos activités, moi j'ai eu quand même cette occasion de prendre part à certaines de vos activités pour la couverture médiatique. Est-ce que vous avez aujourd'hui un projet quand même d'élargir à d'autres communes? Parce que vous avez parlé de sinécure ici. Quand on parle de ce terme, si vous prenez la commune de Kaloum, il y en a beaucoup. C'est là-bas où d'ailleurs même il y a le foyer. C'est le foyer là-bas où on crée Sogenen et Sogefori. Donc ça, ce que vous dites là, nous à un certain moment, on a regardé, le projet était dans les zones périphériques, périurbaines. C'était ça, c'est-à-dire le choix du partenaire. Le bailleur, il dit les zones périurbaines. Le projet dont je vous parle, c'est un projet qui est partagé entre 5 pays de la sous-région, dont le Sénégal y compris, le Bénin, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a la Guinée et la Tunisie veut emboîter parce qu'au mois de juin on était à Dakar, les Tunisiens aussi ont quelque chose qu'on appelle terre-lieu où les jeunes se retrouvent. Vous savez pourquoi Ratouma? Je vais vous donner là. Ratouma est l'une des communes, sinon si vous prenez l'axe, qui manque de tout presque. Il n'y a pas de maison des jeunes. Alors qu'à Kaloum, un jeune peut se lever à 4h, à 3h du matin et aller dans une maison des jeunes à Kaloum. Il trouve que d'autres jeunes sont en train de jouer. Sur l'axe, pratiquement, il n'y a qu'une seule maison des jeunes de Hamdallah à Kagbelen, c'est celle de Koloma, qu'on veut réhabiliter à travers le projet GRDR, ce CPD-là. Donc pratiquement, les jeunes n'ont pas où aller. Non, il y a le besoin. Il y a d'autres maisons qui ne sont peut-être pas inaugurées, mais il y a d'autres. Non, sur l'axe, c'est la maison des jeunes de Koloma qui est construite. Il y a Souphonia. Bon, c'est éloigné. Vous savez, quand on parle de l'axe, comprenez, c'est cette route qui traverse de Hamdallah à Kagbelin, dont les quartiers périphériques, le plus souvent, manquent de tout. Quand vous prenez la blouson dont vous parlez, pas de blouson, je vous parle de maison des jeunes à Somphonia. Elle est nouvelle, elle vient d'être construite. Oui, de quel côté? Vers le lycée Afrikov. Vers le lycée Afrikov qui existe. Mais moi j'ai vu ça au niveau du marché, non? J'ai vu là-bas, mais pour moi c'était la commune qu'on allait accueillir. Non. Bon, mais elle n'est pas valorisée. C'est là aussi le problème. Elle n'a même pas inauguré, mais très bien. Elle existe. Maintenant, regardez, à Nongo par exemple, la maison des jeunes de Nongo, ça traverse ce projet aujourd'hui. La maison est animée. La remise des clés n'est pas faite pour le moment, voilà. Mais elle existe. Elle existe, mais pour l'instant, comme elle n'est pas opérationnelle, nous n'allons pas nous mettre pour le dire. Nous travaillons dans ce cadre-là même pour aider, parce que le GRDR, à travers l'AFD, on doit construire une maison des jeunes au choix, bien sûr, de la communauté. Ceux qui choisiront. Sauf qu'on ne va pas construire une mosquée parce que c'est ce que les partenaires disent. Mais là où les jeunes peuvent se retrouver, Wanindara est choisi et Koloma pour réhabiliter la maison des jeunes de Koloma et animer cette maison à travers le LABIS, Laboratoire d'innovation sociale. Donc quand vous posez la question pourquoi Ratouma, Ratouma est l'une des communes où il y avait beaucoup plus de vide, n'est-ce pas, de ce côté-là pour la jeunesse, où c'est facile pour un jeune de Kaloum, un jeune de Matam, de Dixine, de se déplacer avec des routes beaucoup plus de routes bitumées par rapport à des zones caillouteuses de la commune de Ratouma, où il y a des quartiers qui n'ont pratiquement même pas de bitume. Je vais parler même de notre quartier Koloma, Yaya en connaît. Ouais. C'est des choses. Et qu'est-ce qu'il faut pour attirer les jeunes afin qu'ils se retrouvent? C'est des zones oubliées. Voilà, c'est des zones oubliées. Donc pour cela, c'est là où les projets peuvent venir. Mais côté sinécure dont nous parlons là, ça c'est un autre monde. Côté. Quand nous rentrons dans ça, là, nous rentrons dans un monde beaucoup plus politique en Guinée. Et on est là pour expliquer, n'est-ce pas, ce que nous faisons et ce que nous pensons que les jeunes de Guinée peuvent apporter à la Guinée, sans pour autant attendre un retour, n'est-ce pas, peut-être de quelqu'un qui, parce que j'ai mouillé le maillot, je dois être nommé là.
c'est ce qui s'est passé. Il y a un travail qui devrait vous revenir aussi. Je ne sais pas si vous avez votre organisation dans vos activités, si vous tenez compte de cela, pour faciliter la compréhension ou la formation que vous donnez à ces jeunes. C'est le décrochage scolaire. Parce qu'aujourd'hui, si on parle qu'il y a des jeunes qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils n'ont pas poussé les études, c'est parce que ces jeunes, soit ils n'ont pas été à l'école, ou ils ont été, mais pour une raison ou pour une autre, ils ont abandonné. Est-ce que vous avez des activités sur le terrain qui luttent contre le décrochage scolaire, c'est-à-dire l'abandon scolaire? On va jusqu'en 7e année, on abandonne, 9e année, on abandonne, 10e, je n'ai pas le brevet une fois, 2 fois, je quitte l'école. Est-ce que vous avez des actions comme ça sur le terrain aussi pour encourager les jeunes à poursuivre au moins jusqu'au vraiment à l'université ou aux portes de nos institutions d'enseignement supérieur? Bon, on a fait une étude où on a une cohorte d'une dizaine de personnes qu'on a rencontrées. Mais on ne peut pas extrapoler ça à tous les Guinéens. Parce que personnellement, moi en maîtrise, j'ai travaillé sur ce volet-là. En master, la même chose presque. Mais si vous regardez la plupart des gens que vous rencontrez, la zone d'étude, parce que souvent moi je prends l'axe, je dis pourquoi rester en Guinée et qu'un Français vient dire qu'il est spécialiste de l'axe pendant que je suis sociologue, je suis là. J'ai pris l'initiative, toutes mes études, je mènerai sur l'axe. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'axe, il y a plus d'écoles parce qu'on a fait une étude à travers l'outil Kobo Collect pour recenser toutes les écoles privées et publiques. Il y a plus d'écoles privées sur l'axe et publiques. Pas que sur l'axe. Hein. Voilà, donc mais quand vous prenez... Mais sur l'axe, c'est ce que je vous dis. De Hamdallah jusqu'à, je vous prends jusqu'à Anko 5. Kagbele, si vous voulez. Vous comprenez, vous n'avez aucun lycée public qui est périphérique de l'axe. Vous comprenez? Donc, j'ai pas compris. Aucun lycée public périphérique de l'axe. Si. De Hamdallah, quel lycée? Le Hamdallah à où? De Hamdallah à Anko 5. Anko 5? Oui. Oui, Anko 5. Oui, aucun lycée public périphérique de l'axe, je dis. Ça n'existe pas. Je sais ce que je vous dis. C'est des études qu'on a menées. C'est pourquoi j'ai posé la question. Voilà. Où exactement? Parce que si vous allez, quand vous quittez là-bas, le seul lycée, c'est le lycée de Somphonia. Et ça aussi, c'est pas périphérique de l'axe, c'est éloigné. Non, pas tellement. Hein. Non, c'est éloigné. Ça vous fait 200 ok, mètres, tout compte fait, on ne devrait pas, plus il y a une explosion démographique, normalement on devrait créer les conditions pour aider les jeunes suivre. Vous comprenez? Un jeune qui est issu d'une famille qui vit dans la précarité, dont les parents n'ont pas les moyens de payer 300 000 par personne, s'il a 5 enfants, vous multipliez ça, ça fait 1 500 000. Il n'a pas un salaire de 2 millions. Comment est-ce que les enfants là peuvent continuer à étudier? C'est compliqué. Donc l'échec scolaire des fois n'est pas dit seulement à l'enfant, mais c'est les conditions créées autour de l'enfant qui ne permettent pas à l'enfant de continuer des fois sa formation. Ça, on parle de pauvreté, de ceci, de là. Au lieu de sortir l'argent et donner à des jeunes, on dit une moto par exemple, c'est l'avenir d'un jeune. On donne une moto à un jeune, on dit c'est ton avenir ça. Pourquoi ne pas créer les conditions pour les futures générations? Il ne faut pas penser à notre génération, nous qui sommes là. Qu'est-ce que nous voulons pour la Guinée dans 10 ans, dans 15 ans? C'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Il faut essayer d'aider au moins les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée. Ces derniers-là, comment son enfant pourra continuer? Quand elle arrive à un certain niveau, j'ai reçu un parent à la maison tout récemment, il m'a dit vraiment, c'est un jeune qui se débrouille à Bambeto là-bas, qui fait de l'ataya, qui vend. Il me dit, écoute-moi mon ami, mon enfant refuse de continuer, il est venu jusqu'en 6e année, il dit que lui veut l'argent. Parce que moi je n'ai pas les moyens. Et puis lui-même il dit que c'est parce que moi je n'ai pas les moyens. Quand je le parle, il ne m'écoute pas maintenant. Bon, j'ai dit, on va rencontrer le jeune, on va l'écouter. Vous savez, l'adolescence, c'est une période très critique. Oui. Très critique. C'est des périodes où on gagne, des fois où on perd. La plupart des cas, on fait des bêtises pendant cette période de puberté-là. Et on perd tout. On perd tout généralement. Si c'est une fille, elle tombe enceinte, elle devient maman à bas âge. Si c'est un jeune garçon, se livre à des travers sociaux. Vous comprenez? Donc, il y a du boulot à faire. On a beaucoup de choses à faire. Mais c'est quand nous avons cette volonté que les partenaires peuvent nous aider. On ne peut pas seulement, les partenaires viennent, ils ne savent pas. Aujourd'hui, le partenaire a cessé de penser à la place de la communauté. C'est nous qui devons nous lever pour dire qu'est-ce que nous voulons. Donc, si nous parlons de l'échec scolaire ou décrochage, les causes, la société civile seule ne peut pas gérer. Non, c'est un travail collectif. C'est un travail collégial. Mais l'État aussi, par exemple, qu'on pense, dans un quartier, on dit on doit avoir un complexe dans chaque quartier. Qu'est-ce que je veux dire? Une école primaire, le collège et le lycée, au moins.
Ça, dans chaque quartier, si on le fait ainsi, imaginez-vous un quartier qui a plus de 25 000 habitants. Je veux parler de Koloma, qui est très peupleux. Il y a plus de 18 000 habitants à Koloma. Ça, c'est le recensement de 2015. Plus de 18 000 habitants. Et aujourd'hui, on parle même actuellement que c'est arrivé jusqu'à 30 et 50 000 personnes pour une seule école primaire, Kwame Nkrumah. Une seule école primaire. Il y a combien de naissances par jour en Guinée? Si vous faites ça, vous en rendez compte. C'est-à-dire c'est un travail de fond public. La seule école primaire publique de Koloma, c'est cette école-là où c'est une école, bon, elle a bénéficié d'un petit aménagement où on a fait un bâtiment tout récemment avec les Japonais. Mais beaucoup ont étudié dans cette école qui sont des anciens de Koloma. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? À côté, il n'y a pas de collège. Tu finis le primaire, tu vas où? Bien. Si les parents n'ont pas les moyens, tu quittes le quartier ou tu te lances dans... On va aller avec la dernière question parce qu'on a un sujet qui souffre là. Oui, absolument. Autre facteur aussi lié à l'employabilité, c'est l'inadaptation, j'allais dire, des diplômes qu'on obtient et le marché d'emploi. Est-ce que de ce côté, vous fournissez un effort pour pouvoir faire d'un historien, quelquefois même un physicien, qui peut faire ce qu'un physicien peut faire de manière pratique, c'est-à-dire qu'essayer encore une fois d'adapter ceux qui ont des diplômes, qui n'ont pas de débouchés, pour pouvoir s'adapter à la situation actuelle? D'ailleurs, le CPD, d'une part, il y a ce volet-là, aider les jeunes à l'insertion socio-professionnelle à travers l'auto-emploi. Vous comprenez? Parce que c'est évident ce que vous dites, l'inadéquation entre des fois la formation reçue et ce que nous devenons dans la vie pratique, des fois c'est un problème. Pour concilier les deux, nous tentons souvent de faire des formations pour que les jeunes puissent avoir une possibilité de s'insérer dans la vie professionnelle où eux-mêmes ils deviennent l'auto-emploi, ils s'emploient eux-mêmes à travers des appuis parce que des fois les partenaires vont jusqu'à proposer des montants pour suivre un jeune par exemple, mais les moyens sont limités. Techniquement il y a les moyens, mais sur le plan financier il y a un problème entre ce que les gens proposent parce qu'en Guinée, même les ateliers en Guinée, quand il y a quelqu'un, il y a un atelier, mais il y a le petit déjeuner, le repas de midi, mais il n'y a pas de transport. Des fois, ils préfèrent ne pas aller. Parce que dès qu'ils viennent, la première question qu'ils posent, c'est combien on paye le transport. Cependant, la formation là, on sélectionne des experts qui sont chèrement payés et qui viennent donner cette formation. Mais on ne regarde pas ça. On regarde plutôt à la fin combien on gagne. Bon nombre, les perdièmes là, bon nombre, quand on sait qu'il n'y a pas de perdièmes, on a du mal des fois même à mobiliser des gens parce qu'on dit des fois, on préfère vous donner à manger. Et ça, après, on va vous accompagner dans un processus et pour que vous puissiez aboutir à une vie professionnelle où vous serez autonome. Parce que la meilleure façon d'être responsable, c'est d'être économiquement autonome. Sauf que cela a été institutionnalisé. Monsieur Ibrahima Aminata Diallo, président de la Coordination nationale pour la paix et le développement. Notre invité nous parlait de jeunesse. On poursuit directement, on va le garder avec cet autre sujet. La guerre au Soudan, où près de 25 000 personnes sont mortes dû à ce malentendu qui oppose depuis 2023 l'armée régulière et les paramilitaires du FSR. Le conflit entre les deux généraux Abdel Al-Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dongolo conduit le Soudan à une 4e guerre civile. D'avril 2023 à nos jours, cette guerre sanglante a fait des dizaines de milliers de morts, entraînant le déplacement de plus de 10 millions de personnes et a provoqué ce matin une crise humanitaire d'une extrême gravité à Diallo. Absolument, une crise humanitaire d'une extrême gravité qui devrait quand même pouvoir attirer l'attention du monde entier. Nous avons écouté en partie quelques responsables mondiaux, notamment le secrétaire général de l'ONU, qui appelait de tout ce vœu aux États, parce qu'il faut le rappeler aussi, l'ONU, de par sa constitution et le secrétariat, peut que faire des exécutions. À la limite, il n'y a pas, disons, ces moyens contraignants qui peuvent amener les États, disons, à se soumettre à ces directives. Donc, lui, à son niveau, il a interpellé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Soudan, vous vous rappelez, qui a été à un certain niveau géré par El-Bashir, donc, qui, de par sa gestion, avait amené les Soudanais à se révolter contre lui. C'est vrai que c'est le point qu'on accuse d'avoir été la cause de son départ au niveau du Soudan, mais en réalité, il y avait des implications géopolitiques qui ont amené à Omar el-Béchir, effectivement, d'être rejeté par son peuple. Alors, une révolution à moitié vide a été effectuée au niveau du Soudan.
des généraux s'emparent du pouvoir. Vous avez rappelé ici Abdel Fattah El-Burhan, qui était le président, l'autre le vice-président. Le vice-président, Doglo, Ameti, qu'on appelle Ameti communément au niveau du Soudan. Mais ce qu'il faut dire, c'est que voilà ce qu'on appelle, disons, une expérience douloureuse que les Soudanais ont pu vivre, puisque Doglo, dont vous parlez ici, il est issu d'une milice qu'on appelle les FSR, les forces de soutien rapide, qui était là pour quoi faire? Pour appuyer l'ancien régime de Omar el-Béchir. Donc, comment on a pu accepter qu'il y ait ce qu'on appelle une cohabitation entre l'armée régulière et cette milice-là? Et contre qui vous vous rappelez? L'autre président, l'autre vice-président, l'autre vice-président. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, ils ont pris le pouvoir. Le partage du pouvoir n'a pas été effectif parce que tout simplement, chacun voulait, vous savez bien, ils sont venus par les armes. C'est une milice qu'il faut le rappeler, à un certain niveau, on avait voulu légaliser au niveau du Soudan. Parce que tout simplement, Omar el-Béchir avait des visées hégémoniques liées à un certain nombre de communautés. Donc il fallait avoir à côté une milice qui pouvait à un certain niveau faire un certain nombre de choses. Donc finalement, il n'est plus là. Il s'agit de l'armée régulière et la milice qu'on appelle les FSR. Finalement, dans le cadre du partage du pouvoir, ils ne se sont pas entendus sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre qui éclate. Et finalement, chacun de ces deux partis est soutenu par une puissance occulte, il faut le rappeler. C'est vrai qu'on parle de l'Égypte qui est soutenu par le régime de Burhan. Et de l'autre côté, on parle de l'Arabie Saoudite aussi qui soutient qui soutient les milices. Donc il y a tous ces aspects. Parce que tout simplement, à un certain niveau, la guerre au Yémen, vous vous rappelez, qui oppose l'Arabie Saoudite et le Yémen, c'est la milice là qui a été amenée pour renforcer les soldats saoudiens. Donc il y a toutes ces implications aujourd'hui géopolitiques qui font que aujourd'hui, malheureusement, certaines puissances ne disent pas quelque chose parce que tout simplement, il y a indirectement leurs intérêts qui sont effectivement menacés dedans. Donc c'est pour autant dire que nous sommes dans une situation où presque personne ne dit rien, mais à la limite, il y a des intérêts effectivement qu'on nous cache dans cette affaire. Donc malheureusement, nous ne pourrons pas plus développer ce sujet. On est vraiment taxé par le temps dû à ce débat qui a pris assez de temps, il faut le dire. Mohamed Leba, merci. Merci Abdallah, merci à notre invité, merci à tous. Merci à monsieur Leba, monsieur Ba, il y a deux Ba quoi. Monsieur Ba, le PM. Apparemment, quand on parle de Ba, les Diallo, les camarades Traoré, je vais passer parce que là, merci, bonne journée, j'espère. Bien. Le PM, merci. La dictature. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à notre invité, M. Ibrahima Aminata Diallo, qui est président de la CONAPED. Il était notre invité de ce mardi. Merci d'être passé dans cette émission. À moi de vous remercier et merci beaucoup. Merci à l'équipe technique du jour, à Fabako Ivogi Salimatou Sissé du côté de la télé, Kandé Sankon, Kandé Albourari Sankon, l'enfant de Sira Modia. Merci à Moussa Dramé, à Michel Ouamounou, à Oumar Diallo, à toute l'équipe. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.